Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Aïtondi Tolome Didier. Je suis étudiant en Master 1 à l'IFRI en système d'information et réseau informatique. Je suis chargé de vous faire la présentation du projet et l'état de Moi, l'art. c'est Ziad Chabou. Je suis en Master 1 en sécurité informatique à IFRI. Donc, je suis chargé de vous présenter les diagrammes de use case ainsi que les diagrammes de classe de cette solution. C'est Donald Ngwedi, étudiant en Master 1 en système d'information et réseau informatique à l'IFRI de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis chargé de vous présenter les différentes architectures logicielles compatibles à notre projet. Numéros Angeles Solon. Je suis étudiant en Master 1 de sécurité informatique à l'Université d'Abomey-Calavi, précisément dans l'Institut de formation de recherche en informatique. Je suis chargé de vous présenter la vue de processus, la vue de développement et la vue physique de notre système. Je m'appelle Azim Galaro Meveux, étudiant en génie logiciel à IFRI, à l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis chargé en fait de vous présenter les choix de technologie pour notre projet et le prototype. Nous sommes ici dans le cadre du projet d'architecture logicielle. Notre projet compte sur la création d'un fournisseur d'accès Internet pour les étudiants. Alors, on est parti d'abord de l'idée de création d'un module pour avoir l'accès à Internet, peu importe l'endroit. L'idée, en fait, c'est d'avoir un module qu'on peut recharger comme un Pocket ou bien un Powerbank et réutiliser la connexion Internet chargée dessus à la maison. Mais on a vu tout de suite que faire cela, c'est un peu compliqué avec les histoires de passerelles qu'on aura. On a vu que c'est un peu compliqué. Et donc, on est parti sur la base de la création d'une plateforme qui va, en fait, recenser non seulement les étudiants qui sont partenaires, qui veulent avoir la connexion Internet gratuite, mais aussi travailler avec les opérateurs GSM et aussi les universités. Alors, l'objectif de la plateforme qu'on veut mettre en place, nos objectifs tournent autour de 3 points clés. D'abord, la validation de l'éligibilité de l'étudiant. On va communiquer avec les API des universités pour valider qu'un étudiant est vraiment éligible, qu'il est vraiment étudiant en cours de l'année concernée. Alors, nous proposons aussi, sur la plateforme, nous proposons des abonnements. Je vais dire des abonnements à prix réduit ou presque gratuit pour les étudiants. Le système aussi va permettre aux étudiants d'interagir avec les réseaux GSM. Déjà, il suffit à un code USSD pour l'activation d'un forfait Internet directement. Alors, notre plateforme va fonctionner autour de 4 points clés. Déjà, l'inscription où les étudiants vont s'inscrire sur la plateforme. La vérification, la plateforme va communiquer avec les API des universités pour vérifier que l'étudiant est vraiment éligible et tout. L'abonnement, il y aura des formules d'abonnement où l'étudiant va sélectionner ce qu'il veut, ce qui l'arrange et faire l'abonnement. L'activation se passera directement sur un téléphone via un code USSD, comme on l'a dit. Alors, quels sont les bénéfices que nous mettons en jeu? Alors, nous mettons en jeu l'amélioration de l'accès Internet à tout le monde, à tous les étudiants, le soutien à l'éducation et aussi le renforcement de la collaboration entre les universités et les opérateurs GSM. Faisons maintenant un peu l'état de l'art sur notre idée initiale. Alors, l'idée de rendre l'accès à Internet accessible à moindre coût ou presque gratuitement existe déjà. Dans nos recherches, nous avons découvert FreeBasic, qui est une solution que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisée probablement. C'est proposé par Meta, où vous avez la possibilité d'accéder à des plateformes, à certaines plateformes gratuitement. Mais pas toutes les plateformes. Vous n'avez pas, par exemple, la possibilité d'accéder à Google directement avec FreeBasic. Nous avons aussi découvert Google Station, qui est une solution qu'on trouve un peu partout en Europe, proposée par Google, où il y a d'accès à Internet gratuit, de Wi-Fi gratuit dans les endroits publics. Nous avons aussi découvert des offres proposées par les opérateurs GSM pour les étudiants, donc des offres étudiants sur le marché. Seulement que, d'après nos analyses, on a vu que les offres en fait proposées par les opérateurs GSM, ce ne sont pas des offres adaptées à des étudiants dans l'université moins connues. On a vu que c'est uniquement pour les universités de renommée que cela a été proposé. Et aussi, Google Station n'est pas vraiment disponible en Afrique. Et voilà. Et aussi, FreeBasics, ça propose des services limités. Donc, notre solution entre vraiment en jeu et est vraiment intéressant. Et aussi, ça propose encore l'accès à Internet, enfin, l'activation de la connexion Internet déjà via un code USSD. Alors, nous proposons des opportunités, voilà, qui sont, nous offrons une vérification directe et simple avec les API des universités pour directement vérifier l'éligibilité de l'étudiant et tout. Nous intégrons la fonctionnalité USSD qui n'est pas intégrée dans des solutions comme ça qui existaient et nous permettons aussi un financement participatif. Donc, nous allons permettre aux associations, à des organisations caritatives de participer à l'évolution des étudiants un peu partout. Parlons du périmètre. Le projet a pour but de fournir une solution innovante permettant aux étudiants d'accéder à des abonnements Internet gratuits ou à prix réduit grâce à une plateforme intuitive et automatisée.
Cette plateforme établit un lien entre les étudiants, les universités et les opérateurs GSM pour offrir ce service tout en garantissant une transparence financière grâce à un système de dons. Ainsi, à la fin du projet, nous obtiendrons une plateforme web et mobile présentant l'interface utilisateur pour les inscriptions, la gestion des comptes et activation des forfaits. Également, un tableau de bord pour les administrateurs. Nous pouvons parler des limites du projet comme la plateforme qui ne fournira pas directement la connexion Internet. Elle dépendra des partenaires avec les opérateurs GSM. La gestion des infrastructures, réseaux ou matériels tels que les antennes, les routeurs, etc. L'étudiant non inscrit dans des universités ou institutions partenaires. Voici la présentation architecturale de notre projet, notamment avec la première vue qui est la vue de scénario ou le diagramme de cas d'utilisation qui nous présente un peu l'interaction des différents acteurs avec le système. Alors, nous avons dénombré 4 acteurs principaux qui vont interagir avec le système, notamment les partenaires GSM ou les administrateurs système, de ce système-là, les étudiants, les opérateurs GSM ainsi que les donateurs. Les partenaires GSM ou administrateurs ont pour cas d'utilisation avec le système de gérer les utilisateurs, de gérer les projets et de générer des rapports à transmettre aux donateurs pour leur permettre de suivre l'évolution de leurs investissements dans un projet donné. Et donc, il n'est pas nécessaire à l'administrateur d'avoir les cas d'utilisation d'étudiants et d'opérateurs GSM afin d'administrer le système. Nous voyons au niveau des étudiants qui auront pour cas d'utilisation principal de s'inscrire sur la plateforme, de s'authentifier, de modifier leur profil, de choisir un forfait et de l'activer. Quant aux opérateurs GSM, ils n'ont qu'une seule utilisation de la plateforme qui est de consulter la consommation des étudiants. Les donateurs, eux, n'ont pas à s'inscrire ni à s'authentifier sur la plateforme, mais ils peuvent faire des dons et obtenir les rapports d'évolution du projet dans lequel ils ont investi. Passons maintenant à la présentation de la vue logique. Cette vue présente les fonctionnalités principales de notre système ou les tables qui constituent notre base de données. Nous avons la table des étudiants, des administrateurs, partenaires GSM ou administrateurs, opérateurs GSM, donateurs qui héritent de la table utilisateur, c'est-à-dire donc qui sont des utilisateurs particuliers. Les étudiants ont droit qu'à un seul abonnement s'ils veulent participer au programme. Ils ont la possibilité de ne pas participer au programme. Avec un abonnement, on a droit qu'à un type de forfait. C'est-à-dire donc qu'on n'a qu'une seule offre de forfait illimitée mensuellement pour les étudiants. Un étudiant peut faire plusieurs paiements puisque ce programme est réparti sur l'année scolaire. C'est-à-dire donc que mensuellement, l'étudiant peut faire le paiement de son forfait au coût forfaitaire qui a été proposé pour ce programme afin de participer et bénéficier effectivement des bienfaits de ce programme. En ce qui concerne la vue de processus, elle correspond au diagramme de séquence UML de notre système. Ce diagramme illustre les interactions entre les différents acteurs et un système dans un processus bien spécifique. Système, les acteurs identifiés sont les étudiants, le système elle-même, l'administrateur, le partenaire GSM, l'opérateur GSM et le donateur. Ainsi, l'étudiant s'inscrit, reçoit un mail de validation, confirme son email, achète un forfait, reçoit une notification d'activation, effectue des paiements et reçoit des confirmations. Il a aussi la possibilité de contacter le système. Le système, quant à elle, envoie des mails de validation à l'étudiant, notifie l'étudiant lors de l'activation d'un forfait, confirme les paiements de l'étudiant, gère les abonnements et notifie à l'administrateur en cas de problème. Fournit des données et informations aux partenaires GSM et aux administrateurs, quant à lui, gère les abonnements des étudiants, modifie les offres disponibles, accède aux données d'utilisation des étudiants. Les partenaires GSM et opérateurs GSM reçoivent les informations sur les étudiants depuis le système, fournissent des données sur l'utilisation des services GSM et collaborent avec le système pour pouvoir gérer les services GSM. À la fin, le donateur, si le système fait son don, reçoit des notifications de confirmation du don et demande les rapports d'impact de son don. En ce qui concerne la vue de développement, ce diagramme présente un système en 3 grandes couches. Le front-end, le back-end et la database, c'est-à-dire la base de données. Le front-end est construit avec
du React.js, un framework populaire JavaScript pour le développement d'interfaces utilisateurs. Il est subdivisé en 3 parties principales: les composants, les pages, les services API. Le backend utilise Express.js, un framework léger pour Node.js qui structure le serveur en plusieurs modules: les routes, les middleware, les contrôleurs et les modèles. La base de données utilisée est MongoDB, une base de données NoSQL orientée documents adaptée aux applications modernes nécessitant une grande flexibilité dans le stockage de données. Et pour finir, nous pouvons retenir que le front-end interagit avec la base de données via des services API. Le backend traite les requêtes grâce à Express.js, utilise les routes, passe éventuellement par des middleware, puis appelle les contrôleurs pour appliquer la logique métier. Les contrôleurs accèdent aux modèles qui interagissent directement avec la base de données pour lire et écrire les données. Je vous présente ici les différentes architectures logicielles compatibles avec notre projet. Je examinerai leurs avantages respectifs dans un premier temps. Dans un second temps, je vous expliquerai les choix que nous avons retenus ici dans le cadre de notre projet et enfin la raison qui les justifie. Tout d'abord, voici un aperçu des principales architectures qui pourraient convenir à notre projet. Nous avons au total 6 architectures. Commençons par l'architecture microservice. C'est une architecture qui permet de développer, de déployer et mettre à l'échelle chaque fonctionnalité indépendamment. Elle facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou la modification des services existants. Ensuite, nous avons l'architecture en couche. Cette architecture se distingue par une séparation claire des responsabilités: la présentation, la logique métier et l'accès aux données. Par conséquent, la maintenance et les tests sont simplifiés pour chaque couche. Passons maintenant à l'architecture orientée événement. Alors retenez ici que c'est une architecture ici idéale pour les notifications en temps réel. Et enfin, elle facilite l'intégration avec de nouveaux services ou partenaires. Parlons également de l'architecture serverless. L'architecture serverless, son principal avantage est la réduction des coûts. C'est une architecture qui simplifie également le déploiement et la gestion de l'infrastructure. En ce qui concerne l'architecture hexagonale, c'est une architecture qui isole le cœur de l'application des détails techniques, ce qui la rend adaptable aux changements technologiques. Et pour finir, nous avons l'architecture CQRS. L'architecture CQRS ici, c'est une architecture qui sépare les opérations de lecture et d'écriture, ce qui optimise leurs performances respectives. Alors à présent, nous allons nous concentrer sur les architectures que nous avons retenues. Elles sont deux, ces architectures: l'architecture en couche et l'architecture orientée service. Et pourquoi ces choix? Pour l'architecture en couche, tout d'abord, c'est une architecture qui offre une clarté et une maintenance simplifiée grâce à une répartition claire des responsabilités. De plus, c'est une architecture qui renforce la sécurité en protégeant les données sensibles dans une couche dédiée. Et enfin, c'est une architecture hautement évolutive, c'est-à-dire les couches peuvent être adaptées séparément en cas de forte croissance. Quant à la deuxième architecture que nous avons retenue, le pourquoi, c'est d'une part qu'elle garantit une grande flexibilité. Chaque service ici est indépendant. Et d'autre part, l'architecture orientée service permet une mise à l'échelle ciblée. C'est-à-dire que les parties sollicitées peuvent être renforcées. Et pour finir, c'est une architecture qui offre une excellente capacité d'évolution, facilitant l'intégration avec des API externes comme celle des opérateurs GSM dans le cadre de notre projet ici. Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé React.js, suivi de la bibliothèque Tailwind CSS, pour pouvoir mettre en place une interface web dynamique et réactive qui permettra aux étudiants de s'inscrire, se connecter et suivre leur consommation en temps réel, ainsi que notre plateforme pour les dons. Après, en ce qui concerne le backend, c'est-à-dire le logique, métier et service, nous allons utiliser la technologie Node.js avec Express.js pour les services backend rapides et scalables, comme l'authentification, la gestion des quotas et le suivi des connexions. Aussi, pour une approche robuste et flexible dans le développement des API et des services spécifiques. Nous allons accompagner de ça la technologie blockchain, parce qu'aujourd'hui, la blockchain est utilisée pour renforcer la transparence et la sécurité du système. Du coup, elle nous permettra d'enregistrer les transactions entre les donateurs et la plateforme d'un côté et d'une manière immuable, garantissant ainsi la confiance et l'auditabilité du système. Pour une technologie de base de données,
nous allons utiliser MongoDB. Après ça, pour la mise en place des API et communication, nous allons nous baser sur une technologie de RESTful API pour des échanges simples et standardisés entre services. Comme infrastructure, cloud et déploiement, nous allons essayer de nous baser sur les technologies AWS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform pour héberger nos applications et gérer efficacement l'évolutivité. Nous allons également utiliser Docker et Kubernetes. En ce qui concerne le monitoring et l'analyse des données, nous allons utiliser les technologies Prometheus et Grafana. Ces deux technologies seront utilisées pour le suivi des performances et des services du réseau. Aussi, nous allons ajouter Elasticsearch pour collecter, analyser et visualiser les journaux d'utilisation. En matière de sécurité, nous allons utiliser les technologies Zero Auth 2.0 pour gérer l'authentification sécurisée des utilisateurs. SSL TLS pour sécuriser les communications réseau. Pour vous donner une idée de nos interfaces, de nos systèmes, nous avons prévu pour vous quelques interfaces en maquette. Alors, quand l'utilisateur vient sur la plateforme Emploi+ en tant qu'étudiant ou donateur, c'est cette page qu'il a accès. Du coup, il a la possibilité en fait d'être là. On est sur la page, sur l'accueil. Après ça, bon, il a la possibilité de voir aussi les packs. Après, la session App Pro et puis la page de contact. Dans le même temps, il a la possibilité de s'inscrire en tant qu'étudiant ou se connecter si il a déjà un compte sur notre plateforme. Après ça, nous avons présenté quelques éléments de la page, notamment les sessions de ce que nous offrons pour donner en fait une explication sur comment ça marche et en quoi nous offrons un plus aux différents étudiants, aux différents étudiants de chaque université du Bénin. Après ça, nous avons une session fac pour présenter quelques questions fréquentes. Après ça, nous avons la section pour recueillir les témoignages, voilà, les utilisateurs, ceux qui ont déjà eu à utiliser le système, ceux qui pensent, et pourront voilà, délibérément donner leur avis et une note à notre plateforme. Après ça, nous avons la section où ils peuvent nous contacter directement, pour déjà sur, peut-être nous suivre en fait, directement sur certains comptes de réseaux sociaux, tels que Facebook, WhatsApp, ou nos canaux Telegram, ou carrément ils peuvent envoyer des messages par mail. Après ça, il y a une session capitale que j'avais survolée en fait tout à l'heure. Du coup, en tant que donateur, s'il est sur la plateforme, il a qu'à cliquer sur faire un don. Après avoir cliqué sur faire un don, il se retrouve, il est redirigé directement sur notre plateforme de don. Du coup, là, comme sur l'autre aussi, les donateurs peuvent se connecter, s'inscrire, se connecter et avoir aussi un compte pour suivre en fait les actions que leur don en fait, de ce qu'on fait effectivement réellement avec leur don. Du coup, sur la plateforme, nous avons la session d'accueil et dedans nous avons plusieurs sous-sections aussi, donc qui présentent un peu comme ils peuvent donner 5 €, 20 €, 50 € et ils peuvent cliquer sur je veux aider maintenant et s'ils veulent faire un don anonyme, directement appuyer là et puis faire un don. Maintenant, si c'est qu'ils veulent pas en fait un don anonyme, ils seront obligés de cliquer en cliquant sur faire un don. Ils peuvent créer un compte pour voilà, faire un don anonyme. Après ça, nous avons la session. Aussi, ils décident en fait de s'abonner à notre newsletter. Après ça, nous avons également une sous-session de voyage inspirant pour quand même soumettre l'avis en fait de nos donateurs, de tout le monde en fait. Après, nous avons quelques informations sur nos objectifs 2025 et bon, le montant qu'on était à ce mois. Après ça, nous avons prévu aussi mettre en place une page blog pour connecter directement nos pages réseaux sociaux à notre site web, pour partager directement des informations, pour voilà, faire des publications. Après ça, si un utilisateur vient sur notre plateforme directement, disons un étudiant, il clique directement sur se connecter. Si il clique sur se connecter, il a cette page où il aura à renseigner son email et son mot de passe pour après s'authentifier. Maintenant, si il n'a pas encore un compte, il clique sur créer maintenant. Vous n'avez pas de compte, créer maintenant. Et il clique sur créer maintenant, il a une page où il va s'inscrire en plusieurs étapes. Donc là, je passe les étapes et je mets s'inscrire. Quand il s'inscrit, en fait, il est redirigé directement sur son dashboard. Et sur le dashboard, vous allez, comme vous le voyez, vous allez voir des détails en fait sur voilà, ces statistiques d'abonnement, sur l'abonnement actif, l'abonnement total, et voilà, des graphiques en fait qui montrent en fait ces activités.
ces activités. Après, il a accès à un menu d'abonnement pour avoir plus d'informations sur ses abonnements, refaire des abonnements et autres. Il y aura quelques ressources à sa disposition. Il y aura aussi le support assistance qui sera